s'ouvrir au management extérieur, c'est un sujet majeur des entreprises familiales, sujet majeur et parfois ultra sensible, ultra risqué, voire ultra contraint. Soyons réalistes en effet, dans la grande majorité des cas, recourir à une compétence extérieure s'envisage par défaut, parce que lignée familiale s'éteint, parce qu'il faut pallier un saut de génération, parce qu'aucune ambition ne se déclare ou parce que la sagesse et la raison privilégient l'excellence extérieure à la médiocrité endogène. Dans des cas plus marginaux, mais pas moins emblématiques, et on pense par exemple à L'Oréal, ce recrutement extérieur résulte d'un raisonnement extrêmement réfléchi. Au final, quel que soit le cadre, la motivation et la mission qui conditionnent ce choix, le profil attendu doit répondre à une sacrée palette de critères. Ce n'est pas le mouton à 5 pattes, mais à 18, m'avez-vous expliqué, Diane-Laure Zipper de Fabiani. Je vous présente, vous êtes consultante chez Heidrick & Struggles, l'un des ténors de la chasse de tête, et vous vous êtes spécialisée dans les recrutements internes et externes de dirigeants et d'administrateurs pour les entreprises familiales, lesquels ne sont pas les plus profitables pour un cabinet comme le vôtre, et pourtant, vous leur êtes attaché comme à aucun autre, vous nous direz pourquoi. Avec vous, un bel exemple de dirigeant extérieur. Philippe Gélin, vous présidez le directoire de LDC, géant de l'agroalimentaire basé dans la Sarthe, spécialisé dans les métiers de traiteur et surtout de l'élevage et de la transformation de volailles. LDC, créé en 1970, ce sont les marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie, Pierre Martinet. C'est un chiffre d'affaires 2025 qui devrait dépasser les 7 milliards d'euros. Ce sont 22 000 salariés en France et 6 000 ailleurs en Europe. Vous êtes entré dans le groupe il y aura bientôt 30 ans comme directeur d'usine et aujourd'hui, vous rendez directement les comptes à 4 familles qui détiennent 70% du capital, les 30% restants étant cotés en bourse. Les familles Lambert, Chancerolles, Hutepin, Guillet, toutes du sérail, toutes issues du monde agricole et de l'élevage des volailles. Et je commence avec vous justement, Philippe. Vous êtes aussi un enfant d'agriculteur. Vos frères et sœurs demeurent exploitants. Est-ce que ça a joué chez vos employeurs au moment de vous faire confiance? Et je précise, j'emploie volontairement ce terme de confiance, car il est la clé de voûte d'un lien professionnel qui, au départ, n'est pas forcément naturel pour un employeur, pour une entreprise familiale qui cherche justement un directeur général. Bonjour à tous. Bon, je ne sais pas si c'est un élément déterminant, mais en tout cas, ça ne nuit pas dans nos métiers d'être issu du milieu agricole parce que c'est un milieu que nos activités connaissent et on vit avec le monde des agriculteurs et avec lesquels il faut discuter. Et on a tendance à dire qu'il faut savoir aussi parler à ces gens-là. Et il faut savoir parler le paysan, il faut savoir parler, se mettre à leur niveau, être à leur écoute. Et ça a été un élément déterminant, je pense. Maintenant, j'espère en fait que je n'ai pas été choisi aussi par défaut, comme vous le disiez tout à l'heure. J'ai eu la chance d'avoir une autre expérience juste avant LDC. Pendant 6 ans, j'étais client de LDC. Et j'étais dans le groupe Casino, qui est une entreprise du groupe Casino qui est passée chez Danone. Et puis j'ai trouvé ces grandes entreprises qui, à cette époque, me paraissaient très grandes, très compliquées, très complexes. On posait une question au mois de janvier, on avait la réponse au mois de juin. Et moi, je n'étais pas fait pour ça. Chez LDC, ça allait beaucoup plus vite. C'est vrai que l'entreprise était beaucoup plus petite à l'époque, mais elle a continué de se développer. Et voilà. Diane-Laure, vos missions sont compliquées et en plus, ce ne sont pas les clients les plus bankable, ils sont plutôt moins dispendieux que d'autres. Leur recrutement recherche la stabilité, le temps long. Ce n'est pas le meilleur business, soyons francs, mais il me passionne. Pour quelles raisons leur êtes-vous à ce point-là attaché ? Tout d'abord, j'ai eu la chance de faire un des programmes d'Alain Bloch. À l'époque, je voulais reprendre l'entreprise que ma mère avait créée, jusqu'à ce qu'elle me dise « il n'y a que toi pour le reprendre ». Et alors là, pour éviter des débats passionnés au poulet du dimanche, j'ai préféré mener ma barque toute seule et donc échapper à ce poids. Ce goût pour les entreprises familiales s'est fait en plusieurs étapes. Chez Heidrick, je recrute des dirigeants, des directeurs généraux, des administrateurs, évidemment au féminin aussi. Et recruter un numéro 1, c'est particulier. Et finalement, les missions qui étaient pour des entreprises familiales m'étaient souvent confiées. Et les candidats me disaient, vous parlez de cette
de cette entreprise avec beaucoup de passion. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs entre recruter un DG d'une entreprise, d'une ETI familiale, et recruter un dirigeant d'un grand groupe du CAC 40 côté familial. Et ce sont toutes ces similarités qui, moi, me passionnent. Qu'y a-t-il de flagrant, de singulier dans les cahiers des charges de vos clients qui recherchent un directeur général extérieur? Est-ce qu'il y a des traits de personnalité, de comportement, de savoir-être que vos candidats doivent absolument posséder? Je vous laisserai pas d'abord vous, et après Philippe, parce qu'on a évoqué un mot qui est clé à vos yeux, qui est le mot loyauté. Mais je vous laisse d'abord répondre. Il y a un point sur lequel il n'y a aucune intransigeance, c'est sur évidemment les valeurs. C'est ça que recherchent les familles parce qu'en fait, elles confient leur entreprise à ses dirigeants. Ce qu'ils recherchent, c'est des dirigeants qui vont être au service de cette famille et des générations à venir. Ils recherchent des gens qui s'inscrivent dans le temps long. On ne placera jamais quelqu'un qui bouge tous les 3 ans dans une entreprise familiale, très rarement. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et par ailleurs, on recherche des dirigeants qui ont des profils très complets, parce que les entreprises familiales accordent autant d'importance finalement à leurs clients, à leurs salariés, à leurs fournisseurs, à la R&D, parce qu'en fait, on est au service de l'entreprise qui sera dans les mains des générations à venir. Donc en fait, on recherche ce profil très complet de dirigeants, et c'est ça qui est assez particulier par rapport aux autres entreprises. Philippe, êtes-vous, je rebondis sur ce que dit Diane-Laure, êtes-vous au service toujours de l'entreprise, parfois aussi au service de la famille? Et comment arbitrez-vous lorsque les enjeux de l'entreprise et ceux de la famille divergent? Oui, il faut passer beaucoup de temps dans l'entreprise parce que l'entreprise est grande et donc c'est important d'avoir cet engagement, cette abnégation parfois pour diriger une entreprise de cette taille-là. Et vous disiez par rapport au côté des familles, j'ai la chance moi d'en avoir 4 et je considère que c'est une chance parce que les 4 familles, une famille oblige les autres et les autres se sentent obligés. Donc on ne voit pas, et moi c'est ce que j'observe en tant qu'extérieur, il y a des pratiques qui n'existent pas chez LDC alors qu'elles existent dans des entreprises à actionnariat monofamilial. Mais pardonnez-moi d'insister sur cet alignement, ce désalignement entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des familles qui parfois dissonent. Comment vous faites à un moment, vous, en tant que manager extérieur, mais qui rendez compte à l'entreprise, lorsque vous devez arbitrer entre ces deux intérêts qui peuvent être discordants? Il faut parler. Il faut parler déjà en interne avec l'organisation de direction de l'entreprise. Et il faut aussi parler avec les actionnaires. J'ai la chance d'avoir la possibilité d'avoir le contact avec les 4 familles, et c'est presque régulièrement tous les samedis matins. Tous les samedis. En fait, le samedi est consacré aux actionnaires et le reste de la semaine à l'entreprise. C'est ça. Et donc, c'est bien dissocié, les moments sont bien dissociés, les discussions sont bien dissociées de l'opérationnel de l'entreprise. Diane-Laure, je reviens sur les profils justement de ces dirigeants extérieurs. Un dirigeant extérieur doit accepter qu'il rende compte à la famille actionnaire, qu'il est en fait l'employé d'une famille, même lorsqu'elle est peu exemplaire ou peu admirable. Ça arrive, évidemment. Ça signifie qu'il doit avoir un ego mesuré, contenu, une ambition, un goût de pouvoir également contenu, parfois d'être un profil effacé, voire discipliné. Est-ce qu'il y a une forme de plafond de verre en dessous duquel ou au-dessus duquel, justement, l'entreprise n'est plus en mesure d'avancer suffisamment parce que ce manager extérieur peut non pas manquer d'ambition, le terme est trivial et il est grossier, mais ne porte pas l'entreprise comme le ferait un héritier? Alors, l'un des points communs, c'est que les dirigeants d'entreprises familiales sont d'une nature beaucoup plus discrète. Ceux qui cherchent le pouvoir et la lumière vont dans d'autres entreprises. Ça, c'est évident. Et c'est toujours quelqu'un qui se met au service de la famille.
Pour moi, c'est le point clé. Pardon, quelle était votre question précisément ? Est-ce qu'il y a un plafond de verre, finalement, de manque d'ambition qui peut desservir, finalement, l'intérêt de l'entreprise ? Moi, je pense que les dirigeants qui vont dans des entreprises familiales ont une certaine vocation qui peut être assez similaire d'ailleurs de personnes qui vont dans des entreprises qui sont par exemple détenues par l'État. Il y a quelque chose où on sert une cause qui est plus grande que la sienne. Et c'est ça qui fait le point commun entre ces différents dirigeants. Vous vous retrouvez, Philippe, justement, dans ce portrait robot, entre guillemets, du manager extérieur, mais aussi avec les limites, justement, qu'incombe cette responsabilité. Absolument, je me retrouve parfaitement dans ce portrait robot. Ça fait 30 ans que je travaille chez LDC. Et il y a 20 ans maintenant, dans des différentes discussions avec les familles actionnaires, qui sont devenues aujourd'hui pour plusieurs des amis, j'ai dit, moi je pense aujourd'hui à créer mon entreprise ou à racheter une entreprise. Et là, ça a été un déclencheur pour discuter sur ma volonté, mes motivations exactes pour continuer à progresser dans l'entreprise. C'est aussi comme ça que je suis devenu actionnaire progressivement. C'est aussi comme ça où j'ai aussi pris d'autres responsabilités. J'ai circulé pour pouvoir avoir un parcours qui m'amène au remplacement du président du directoire de l'époque, il y a 3 ans. Et tout ça, ça a été progressif et ça a été grâce à la communication, grâce à l'échange avec, pas les 4 familles, mais avec le président du directoire de l'époque et avec qui j'ai une absolue confiance. Et surtout, je faisais confiance à cet homme-là, je lui fais toujours confiance, il est président du conseil de surveillance, il faut mieux. Pour accompagner l'entreprise et surtout m'accompagner aussi quand j'ai encore besoin de conseils. Yann-Laure, il y a des... Alors, ça va sembler anecdotique, mais ce n'est pas tant que ça. Ça relève plutôt du symbole. Il y a des règles à suivre, à respecter. Et vous nous direz également, Philippe, si vous y souscrivez. Par exemple, on ne refait pas son bureau tout seul. On ne redécore pas une salle de réunion sans l'aval de la famille. C'est une réalité, mais je vous dis bien, ça peut sembler très secondaire, mais ça n'est pas tant que ça. Oui, en préparant ces questions, je vous ai raconté une anecdote que je dois un peu transformer parce que le monde est petit, mais on avait placé un dirigeant d'une entreprise familiale. On fait un point avec la famille, enfin le comité de nomination, qui nous dit que tout se passe très bien, la personne s'est très bien intégrée, comprend très bien le business, les chiffres sont bons, et puis en grattant, on sent que quelque chose les chagrine. Oui, mais elle a changé les rideaux du siège. En fait, ces rideaux-là avaient une histoire dans la famille. Quand il était petit, il a toujours vu le siège de l'entreprise comme ça. Et peut-être que cette décision, il aurait fallu juste la faire valider par la famille. Voilà. Philippe, il faut comprendre cette réalité. Il faut l'intégrer, il faut la respecter. Moi, je me considère comme un trait de transmission, un trait d'union entre une génération 2 qui est en train de partir à la retraite, le dernier va partir au mois de mars, et une génération 3 qui a entre 45 et 25 ans. Donc je vais revenir au bureau d'abord. Au bureau, effectivement, j'ai gardé le même bureau. C'est le même bureau en fait que non seulement mon prédécesseur, mais le prédécesseur de mon prédécesseur, c'est-à-dire le fondateur de l'entreprise. Donc c'est important de conserver cela. Et parce que l'entreprise évolue, on a bien sûr fait évoluer toute la partie administrative. Les membres familiaux qui ont quitté ce monde ont aujourd'hui leur petite mention et leur petite histoire qui est racontée dans chacune des salles qui leur sont consacrées, qui sont des salles de réunion aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des éléments où la famille reste et c'est du matériel qui est constaté et apprécié par les familiaux. Yann-Laure, vous me disiez qu'un dirigeant extérieur, c'est quasiment un psy. Vous pouvez détailler et j'aimerais bien vous écouter là aussi, Philippe. Un chasseur aussi. Non, l'idée, c'est de comprendre vraiment quels sont les enjeux, d'oublier aucune génération. J'ai encore l'exemple d'un dirigeant qui avait la confiance, d'un dirigeant extérieur qui avait la confiance du DG familial et qui avait la direction d'une business unit, mais qui avait oublié de s'occuper des enfants. Et les enfants, évidemment... étaient écoutés par leur père et en fait il n'a pas trouvé sa place. Il pensait que la confiance du père suffisait. C'est le plus grand risque pour un manager justement extérieur, c'est par exemple de voir qu'un membre de la famille va lui disputer
de manière officielle ou souterraine le leadership? Ça peut exister, ça? Alors aujourd'hui, on est dans cette phase. Moi, j'ai 60 ans, j'ai un engagement vis-à-vis des familles d'accompagner l'entreprise. Jusqu'en 2032, je crois, c'est ça? Jusqu'à 2032. On est en train de travailler un plan stratégique, on est en train de terminer le nouveau, vous parliez des 7 milliards et on va les atteindre avec un an d'avance. On est en train de travailler le prochain. Et moi, pourquoi c'est 2032 ? Tout simplement parce que l'équipe qui va suivre, qui va accompagner l'entreprise dans la décennie des 30, permettra, ce sera une équipe nouvelle, sans doute, et surtout, c'est une équipe qui sera responsable d'un nouveau plan derrière. Donc ça, c'est un point important. Et tout à l'heure, vous parliez de, je ne sais plus, ça ne va pas me revenir, mais oui, on est dans la phase d'identification des 16 générations 3, oui. Pardonnez-moi. 16 générations 3 qui font aujourd'hui partie de l'entreprise, et on est dans la phase des entretiens individuels pour mesurer l'ambition, l'envie, leur capacité, on le verra à d'autres moments, mais surtout leur ambition, leur envie, leur motivation pour prendre des responsabilités. Comment gère-t-on, comment manage-t-on 16 héritiers? Parmi eux, certains auront nécessairement, on l'imagine, l'ambition d'occuper à un moment justement votre poste. Peut-être que vous-même ou la direction des ressources humaines qui les accompagne, je crois individuellement, qui est très attentive à chacun d'eux, peut-être que vous vous rendrez compte qu'aucun d'entre eux n'est capable d'assumer une telle responsabilité. Est-ce que ce sont des cas de conscience quand même très difficiles à gérer? Alors j'en ai identifié 3-4 qui étaient capables de... Ça peut être même pire, les 3-4 peuvent se disputer. Et ces 3-4 sont disposés à prendre des responsabilités, mais pas celle-là. Pas tout de suite. Ce sont des gens qui ont à peine 40 ans, et le groupe est grand, et donc il nous faut aussi construire des parcours de carrière pour leur donner la confiance à prendre des responsabilités. Et donc, il faut y aller étape par étape et il ne faut pas que la marche soit trop haute. Moi, je crois dans cette stratégie-là et c'est celle en fait, qu'on va utiliser. Alors justement, quels sont je reviens à ma question tout à l'heure sur le leadership qui peut être disputé par un membre de la famille aux dirigeants extérieurs. Quels sont les pièges finalement auxquels il faut veiller? À la fois l'entreprise doit veiller, la gouvernance familiale et le dirigeant lui-même. Le plus grand piège, c'est qu'il n'y ait pas d'alignement au sein de la famille sur le fait de prendre un dirigeant externe ou d'ailleurs sur le choix du familial. Parce que le plus grand risque, c'est une entreprise bicéphale non voulue, c'est-à-dire qu'il reste un dirigeant de l'ombre où tout le monde va faire valider. Il y a le premier bureau du DG officiel, il y a l'ancien DG familial que tout le monde écoute. Une entreprise bicéphale, il n'y a rien de pire quand elle n'est pas voulue. Vous l'avez connu, alors peut-être pas dans votre groupe, mais vous avez pu l'observer autour de vous, justement chez des collègues qui sont dans la même situation que vous? Non, je n'ai pas observé, mais je n'ai pas cherché non plus. Ça aurait pu exister chez LDC. Et mon prédécesseur a volontairement fait ce distinguo entre son rôle désormais d'actionnaire, de président du conseil de surveillance, et il n'est plus dans l'opérationnel. Tout ça, ça s'est fait progressivement, bien entendu, mais il a su le faire et les membres des familles sont absolument conscients que si ça n'est pas respecté, c'est mettre en danger l'entreprise pour demain. Vous avez eu peur à un moment peut-être de ne pas avoir les coups des franches, justement? En tout cas, peut-être que vous n'avez pas connu cette situation, moi, en tout cas, c'est une question que vous avez pu vous poser. Chacun des représentants des familles peut avoir des personnalités très différentes. Et donc, il y en a qui sont plus investis dans le quotidien que d'autres. Maintenant, à moi d'entretenir une relation avec ces gens-là pour bâtir de la confiance et pour bâtir aussi de la transparence avec eux sur l'information qu'ils reçoivent et également les décisions qui sont partagées avec chacun de ces gens-là, parce que ce sont des gens qui connaissent le métier, qui ont travaillé avec nous au quotidien, donc ils connaissent de manière importante la contrainte de nos activités et la difficulté du métier de se lever pour certains de nos collaborateurs très tôt le matin ou bien se coucher très tard le soir, travailler le week-end aussi. On a l'impression que justement l'égalité d'information qu'on apporte à l'ensemble des membres de la famille, c'est presque là aussi la clé de voûte en fait d'un bon management externe. Je vais prendre un exemple. Au directoire, normalement c'est 7 maximum. Donc il y a des patrons de pôle, puis moi.
Il y avait 2 places. Donc il y a 2 prétendants aux futures responsabilités qui sont membres aujourd'hui du directoire. Et moi, j'ai tenu à ce que les 4 familles, les 2 prétendants sont 2 familles, et il y a 2 autres personnes qui sont invitées permanentes au directoire, de telle manière à ce que l'information, la totalité de l'information soit diffusée dans les 4 familles de la même manière. Il y a un autre piège qu'on évoquait, Diane-Laure, lors de notre entretien préparatoire, c'est lorsque le dirigeant familial prépare lui-même en fait sa succession. C'est-à-dire qu'il devient presque le benchmark, le profil idéal à ses yeux de celui qui doit lui succéder. Là c'est un autre danger en fait pour l'entreprise. Alors ça, c'est le danger pour tous les recrutements. Il n'y a rien de pire que d'avoir comme client la personne qui cherche son successeur. Ce qu'il y a d'important, c'est de comprendre et de faire le point avec les décisionnaires. Le DG actuel a connu, imaginons, un succès dans un temps qui est passé. Est-ce que c'est le même profil qui fera grandir l'entreprise demain? Donc en fait, c'est aussi un travail de notre part, de maïeutique, avec tous les parties prenantes et décisionnaires qui choisiront le prochain directeur général ou directrice générale. C'est vraiment de savoir finalement quels seront les facteurs clés de succès de demain et donc de quel profil avez-vous besoin demain? Est-ce qu'il vous arrive de... Pardonnez-moi, vous voulez compléter? Pour le cas d'LDC, nous, il est important en fait que ce dirigeant de demain, il ait de l'expérience dans le groupe LDC. Le groupe a une culture et venir de l'extérieur, c'est extrêmement difficile de s'acclimater. Donc ça, c'est un premier point de réussite, c'est d'avoir de l'expérience dans l'entreprise. Et concernant l'évaluation entre ou des familiaux ou des non-familiaux, il n'y a pas de passe-droit pour les familiaux. Et ça, c'est aussi un élément de motivation de savoir que sur la ligne de départ, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui n'est pas issu des familles et quelqu'un qui est lui-même familial. Donc l'exigence sera la même parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être 4 familles, celui qui aura, admettons que ce soit un familial, qui aura la décision ou qui aura le poste de président du directoire, celui que j'occupe, eh ben, cette personne-là sera obligée vis-à-vis des 3 autres familles, comme moi je le suis aujourd'hui vis-à-vis des 4. Diane-Laure, est-ce qu'il vous arrive de renoncer à une mission, à faire une mission, parce que vous jugez que l'environnement familial n'est pas suffisamment prêt ou est trop toxique finalement pour proposer à un manager extérieur d'intégrer le groupe? Alors, j'ai un exemple assez récent où en fait on leur a pas dit non, mais on est arrivé à la suite d'une discussion pour leur faire comprendre que c'était pas la bonne décision aujourd'hui, tout simplement parce que le COMEX était constitué des familiaux, de familles, et donc le DG aurait été pris en étau entre son COMEX familial qui était en même temps ses actionnaires. Donc il fallait, mais c'est eux qui ont renoncé d'eux-mêmes. Moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est faites rentrer quelqu'un en avance, en amont, préparez les transmissions, utilisez une place qui se libère dans le comité exécutif, d'une direction de business unit, d'une direction régionale pour faire entrer un extérieur, qui pourra d'ailleurs faire une passation vers un familial plus tard. Ce n'est pas parce qu'on a un externe aujourd'hui qu'on n'aura pas un familial demain. C'est l'heure de conclure, et juste avant de conclure, je vous rappelle que nous avons les ateliers qui s'ouvrent à l'étage. Un bon dirigeant extérieur peut-il avoir le sentiment à un moment de faire presque partie de la famille? Est-ce sain d'ailleurs, ou faut-il au contraire qu'il accepte que non, en réalité, il ne sera jamais un membre de la famille? Moi, je vais faire une réponse très simple à cela. Pas depuis 30 ans, mais depuis 20 ans, et depuis en fait ces discussions que j'ai pu avoir, parce que j'étais sur le point de quitter l'entreprise pour avoir mon projet à moi, et j'ai fait confiance à ce dirigeant-là, et aujourd'hui, moi je considère vraiment être membre des familles. Merci beaucoup Diane-Laure Zipper et Philippe Gélin pour ce témoignage sur le management extérieur.